Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour Mark & Strat. Chaque semaine, je reçois des experts du secteur de la communication et de la publicité et des annonceurs pour évoquer leurs dernières campagnes, leurs dernières activations et surtout les enjeux stratégiques qui se cachent derrière. Alors au programme cette semaine, Let's Play. Les marques sont de plus en plus nombreuses à tenter des incursions dans le domaine du gaming. Alors pourquoi cet intérêt ? Comment peuvent-elles tirer profit d'une opération sur Twitch par exemple ? Quelle stratégie adopter quand on est une marque qui n'a rien à voir avec l'univers du jeu vidéo. On en parle avec Jean-Baptiste Bourgeois, directeur associé chez We Are Social. On parlera aussi d'engagement émotionnel. À l'heure des réseaux sociaux, on like, on applaudit, on met des cœurs, on met des étoiles. Bref, on utilise chaque jour des émoticônes pour décrire notre état émotionnel, notre ressenti face à un contenu. Macom Agency s'est emparée de ce sujet et a développé un outil qui vise à mieux comprendre ce qui se cache derrière ces petits symboles et surtout ce qu'ils disent de notre relation aux marques. Et puis on terminera avec les enjeux de la com institutionnelle. Mi-septembre, pour la première fois en France, Pfizer a lancé une campagne grand public. Le film met en lumière des moments de vie qui n'auraient pas été possibles sans des avancées scientifiques qui ont amélioré la vie des patients. On en parlera en toute fin d'émission. Bienvenue dans Mark & Strat, épisode 8. Invité de À la Une cette semaine, Jean-Baptiste Bourgeois, directeur associé de We Are Social. Bonjour. Bonjour. On va parler avec vous de l'attrait des marques pour le gaming. Le gaming, c'est 3,2 milliards de joueurs dans le monde, selon Newzoo, ce qui en ferait la première industrie de divertissement au monde. Jean-Baptiste, j'ai l'impression qu'on est très loin de l'image d'Épinal, de l'ado qui joue dans sa chambre. Le gaming, 1, il est partout. 2, il concerne toutes les générations. Est-ce que vous pouvez me dresser un peu le panorama de cette industrie? Ouais, je dirais même 3, il est cool. Il est devenu cool. Avant, c'était des gens qu'on imaginait, en tout cas pour l'opinion publique, des nerds dans leur chambre. Les seules marques qui avaient un intérêt à s'adresser à eux, c'était des marques de chips ou de soda qui les voyaient vraiment comme des gens dans leur chambre, qu'on ne sortait pas. Ça a bien changé, donc en termes d'image, mais aussi en termes de chiffres. C'est un marché en France qui s'élève à 5,5 milliards en valeur, ce qui est assez énorme. Et ce qu'en fait 5,5 milliards d'euros de valeur juste en 2022 en chiffre d'affaires. Ouais. C'est assez dingue. Et en effet, c'est la première industrie culturelle, on aime le dire. Après, ce qui est aussi impressionnant, c'est qu'il y a d'un côté cette image, de l'autre les chiffres, mais aussi les usages, parce qu'il y a certes le gaming, où je pratique le gaming sur ma console ou sur mon PC, mais il y a aussi tous les contenus gaming en streaming sur Internet qui représentent, je crois, 1 heure de temps passé à consommer des contenus gaming pour les internautes en France, que ce soit sur YouTube ou sur Twitch. Quotidiennement, il y a 1 heure de temps passé à consommer du contenu gaming. Et comment les marques sont venues à s'intéresser au gaming ? C'est grâce à la digitalisation, grâce au fait que justement, maintenant, vous le disiez, le gaming, il est partout, il est sur nos téléphones, sur nos ordinateurs, sur nos télés, via les consoles, par exemple. Ouais. En fait, ce qui est intéressant pour les marques, et la raison pour laquelle elles s'y intéressent, c'est déjà cette image, parce que faire partie de l'écosystème des marques des gamers, c'est aussi être cool, de facto, réussir à toucher la Gen Z, réussir à convaincre une cible aussi qui a un vrai pouvoir d'influence. Aujourd'hui, les streamers, les créateurs, par lesquels les marques vont passer la plupart du temps pour collaborer ou créer des opérations sponsorisées. Le créateur est une forme de tiers de confiance. Elles leur permettent un énorme pouvoir de recommandation. Elles leur permettent aussi de vivre des expériences qui, en termes d'engagement, sont bien différentes d'un simple like ou d'un simple commentaire sur Instagram. Si je passe 1 heure sur l'île Roblox de Spotify ou 1 heure sur un live EDF sur Twitch, évidemment que la mémorisation du message, l'affinité, la préférence avec la marque, elle va être démultipliée par rapport à l'exposition de 5 ou 10 secondes à un post Insta de la même marque. Donc je pense que c'est ça aussi qui les intéresse. Mais c'est hyper intéressant ce que vous venez de dire. C'est-à-dire, en fait, on peut rester très longtemps devant un contenu de marque quand même. C'est-à-dire quand vous donnez des chiffres 1 heure ou 2 heures, ça me paraît dingue. Je me disais, en préparant l'émission, finalement, une marque qui fait une opération de gaming une fois tous les, je sais pas combien, 2-3 ans peut-être, un one-shot comme ça, qu'est-ce qu'il en reste versus une récurrence de campagne. Vous me dites qu'en fait, non, c'est assez
c'est suffisamment marquant en fait. C'est marquant si l'opération est réussie, évidemment. Ouais. C'est marquant parce que déjà, c'est aussi une forme d'adoubement. Même si les gamers sont cool, rares sont les marques qui arrivent véritablement à adouber la pratique, à s'intégrer au code. Donc les marques qui réussissent à le faire, elles gagnent des points de love dans le cœur des joueurs instantanément, si elles réussissent à bien le faire. Ça, c'est un vrai enjeu pour elles. Et après, sur le temps, évidemment que c'est plus compliqué pour les marques de créer des campagnes récurrentes, mensuelles ou quotidiennes sur un live. Mais quand on arrive à maintenir l'attention de joueurs pendant 2 heures, par exemple avec Cloran, qui va s'intégrer avec une streameuse dans Red Dead Redemption pour faire la pédagogie du pouvoir des plantes, on a 2 heures de pédagogie complète avec des gens hyper attentifs. Ça a énormément de valeur pour les marques. Mais parlons-en de cette campagne Cloran, parce que moi j'ai trouvé ça... Assez incroyable, c'est-à-dire qu'on se dit Cloran, le gaming, je vois vraiment pas le rapport. Ouais. Comment vous avez travaillé là-dessus ? Le premier enjeu pour Cloran sur cette opération, c'est de réussir à faire comprendre à cette nouvelle génération de consommateurs le pouvoir magique des plantes. Et je dis magique volontairement parce qu'on est dans le gaming dans une première approche qui va être celle de l'imaginaire. Et donc, on va, par le biais du tiers de confiance, qui est Bagheera, la streameuse avec laquelle on collabore, et l'aide d'un expert en botanique, révéler que toutes ces plantes que j'ai vues dans mon jeu vidéo préféré, auxquelles je n'ai pas forcément porté attention, et finalement, elles ont des pouvoirs, elles ont une réalité botanique qui, in fine, une fois qu'elle est transcrite dans mes produits du quotidien, fonctionnera sur ma peau, fonctionnera sur ma beauté, fonctionnera sur mon teint. Et c'est 2 heures de pédagogie qui se fait évidemment dans un format de divertissement. On est plus proche de C'est pas sorcier que d'autres choses quand on fait ça. Mais on le fait à travers des codes, des usages, des mondes, des licences que les gens connaissent déjà et on leur permet de relire un endroit, une quête dans le jeu vidéo qui sont peut-être déjà faits au prisme de la marque et au prisme de son message. Alors ça dure 2 heures. Ça dure 2 heures, ça peut durer moins, ça peut même durer plus. Hein. Mais ce qui, j'imagine, aussi intéresse la marque, c'est le dialogue instantané et live avec la communauté qui suit l'événement sur Twitch. Exactement. Il y a vraiment des réactions en temps réel, peut-être des questions, j'imagine aussi. Exactement, et au début, c'était aussi une des craintes pour les marques, c'est d'être exposé à une réaction live, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Bien sûr. On a la chance sur Twitch en France d'avoir majoritairement, en fonction des streamers avec lesquels on collabore, des communautés qui sont par défaut plutôt bienveillantes, avec l'opération sponsorisée, avec les marques, quand elles correspondent aussi à l'éthique du streamer et à la confiance que la communauté donne aux streamers. Donc ce chat, honnêtement, c'est pour les marques une victoire instantanée. On n'a pas besoin d'aller post-tester notre campagne pour être sûr que ça ait marché. On voit directement en live si ça fonctionne, si les réactions sont bonnes, si les gens valident le message de la marque. Et ça, honnêtement, ça a aussi beaucoup de valeur. Alors, c'est aussi le cas sur X, anciennement Twitter. Ouais. Mais sur Twitch, il y a une réaction instantanée, des émotions instantanées qui permettent aux marques de mesurer directement l'impact de leur campagne. Alors moi, je voudrais qu'on prenne un autre exemple qui est celui d'EDF, sur lequel vous avez travaillé aussi. Là, de la même façon, on se dit EDF, comment on le raccroche ? Et ce que je trouve intéressant, c'est que finalement, les marques qui sont loin des marques que vous décriviez au début, c'est-à-dire soda et chips. Évidemment, Là, on est vraiment sur des choses beaucoup plus, je dirais presque intellectuelles aussi, finalement. Oui. Et ça aussi, ça vient du changement de perception. On s'adresse pas juste à des gamers, on s'adresse à des consommateurs qui sont inquiets, qui ont des craintes ou qui ont parfois même des a priori sur le mix énergétique français. Et on peut leur raconter la vérité, on peut leur expliquer comment ça fonctionne, on peut leur dire que le barrage hydroélectrique de Serre-Ponçon, quand on le modélise dans Flight Simulator, c'est plus facile de le visiter, c'est plus facile de le survoler et c'est plus facile de comprendre à quel point il est vertueux pour la région autour, pour l'énergie qu'il fournit. Et ça, pour le coup, pour EDF, le but, c'était vraiment de débunker, déconstruire des idées reçues, des a priori, générer des conversations positives. Et ça a été le cas. Et ça a été le cas en live avec, pour le coup, un expert EDF, un streamer,
et la marque, des logos, de la vraie awareness pour faire comprendre que celui qui me parlait, c'était personne d'autre qu'EDF et que le premier producteur d'énergie en France était finalement moins inquiétant, bien au contraire que prévu pour moi, streamer qui m'était peut-être jamais intéressé à ça et qui n'aurait même pas fait l'effort d'aller me renseigner. Donc la marque vient aux consommateurs, leur explique avec les codes du gaming, c'est vraiment important d'adouber, de respecter les codes et de s'y intégrer intelligemment pour être sûr de faire passer son message. Si on a ces critères-là, si on valide ça avec le streamer et la communauté, théoriquement tout se passe bien, même avec les messages les plus compliqués de marque. Ouais. Et on peut intégrer n'importe quelle marque intelligemment dans un univers de streaming ? Je pense qu'il y a... Alors évidemment, comme il y a des réactions live, comme il y a des gens qui... comme on s'adresse souvent à des communautés, c'est des communautés qui ont fait confiance à un créateur. Donc il faut prendre ça en compte. Les questions d'éthique, on ne peut pas partager tous les messages, on peut très vite basculer du côté de l'opportunisme, honnêtement. Je pense qu'il faut le garder en tête. C'est très vite visible. À partir du moment où on dénature un jeu, à partir du moment où on est là simplement pour la récupération du cool, de la hype, du moment, là pour le coup les réactions peuvent être négatives, donc il y a des risques. Je ne vais pas vous dire que c'est possible pour n'importe quelle marque et pour n'importe quelle communauté. Non, après, le premier deal, il se fait avec le créateur, il se fait avec éventuellement la licence sur laquelle on travaille, et ça permet déjà d'avoir une certaine garantie. Quels sont les KPI qu'on regarde sur des choses comme ça qui sont quand même... qui prennent du temps, qui nécessitent un vrai engagement de la marque, qui nécessitent de faire appel, vous le disiez, à un streamer ou un créateur à côté. Ouais. Comment vous... C'est la question que se posent les marques, parce qu'il y a évidemment quelque chose de sexy. C'est la mode de faire des OP sur le gaming. Mais après, il y a la réalité business, il y a la réalité de mes objectifs de communication. Alors, sur du simple fait de parler, de prendre la parole, évidemment que les KPI classiques, awareness, considération, peuvent être mesurés avec ce genre d'opération. Mais derrière, les mécaniques qui s'ouvrent à nous, quand on travaille sur Twitch ou quand on travaille sur le gaming, peuvent nous permettre de la création de trafic. On peut imaginer des opérations avec un code promo qui est révélé pendant l'opération, et qui permet de mesurer un trafic ou de mesurer le téléchargement d'une app ou d'un jeu mobile. Ça, c'est possible. On peut aussi mesurer une part de voix. Sur un temps fort commercial, par exemple, si je compare la part de voix de ma marque par rapport à celle d'une autre, une opération comme celle-ci peut véritablement booster la positivité de la conversation. Et quand je parle de positivité, évidemment que pour certaines marques, comme pour EDF par exemple, le sentiment est important. Et donc les objectifs, les KPI, ce qu'on va mesurer, c'est aussi le sentiment de la conversation qu'on génère. Pour le coup, jusqu'ici, c'est que des conversations positives, on est très content, mais il faut évidemment respecter les règles. Quand on regarde évidemment ces conversations qui intéressent forcément les marques d'avoir des réactions, des expressions de consommateurs en direct, évidemment, c'est de l'or en barre, j'imagine. Mais comme on sait que le lien avec les communautés, il faut l'entretenir. Donc, une fois qu'on a fait cette opération, même si elle marque évidemment par son ampleur et que l'effet de mémoire est assez fort, vous le dites, comment est-ce qu'on prolonge cette expérience derrière ? Tout dépend de la manière dont je m'investis. Il y a des marques qui ont cette culture-là, qui ont cette culture du gaming, qui sont déjà ancrées ou qui ont dans leurs valeurs une affinité culturelle avec le gaming. Pour celles-ci, ça va être plus facile. Des marques de VTC à destination des jeunes, par exemple, elles ont plus de facilité à créer de la récurrence avec différents streamers. Après, pour les marques, ce qui est intéressant aussi, pour les marques qui ont peut-être moins cette affinité, par défaut, ce capital sympathie avec le gaming. Pour elles, ce qui est intéressant, c'est de s'intégrer un peu à l'instar des systèmes de télé à des programmes comme Popcorn, à des programmes qui se répètent. Les formats de Samuel Etienne, par exemple, aujourd'hui, ils offrent, de la même manière qu'une régie peut offrir des capsules à l'intérieur desquelles je peux intégrer ma marque, on peut créer des récurrences, on peut sponsoriser des formats. Lina le fait avec Samuel Etienne, Spotify le fait, par exemple, sur Popcorn de Domingo. Et ça me permet de garder le lien avec la communauté, de rester présent à l'esprit de la communauté à laquelle je m'adresse et donc à ses consommateurs. Merci beaucoup Jean-Baptiste Bourgeois pour votre éclairage. Je rappelle que vous êtes directeur associé chez We Are Social.
Et pour En Agence cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir Marie Argence. Bonjour. Bonjour. Alors Marie, vous êtes présidente et fondatrice de Macom Agency et de EmotiConnect Tech. On va parler avec vous d'engagement émotionnel, ces petits cœurs, ces applaudissements, ces étoiles, ces likes qu'on laisse sur les réseaux sociaux quand on est face à un contenu. Mais d'abord, Macom Agency, c'est une agence de communication et de marketing. Comment vous en êtes venu à vous intéresser à ces petites émoticônes qu'on laisse partout ? Alors en fait, j'ai fondé l'agence il y a 11 ans. Moi, à la base, je travaillais dans le secteur du divertissement, dans la musique essentiellement. Et donc, étant très proche des artistes et de la sensibilité de l'être humain de manière générale et assez exacerbée chez les artistes d'ailleurs, je me suis toujours intéressée à l'aspect psychologique, sciences cognitives. Et je l'ai adapté dans mon travail dès le départ. Et c'est ce qui m'a donné envie de pousser un petit peu la réflexion et notamment d'un point de vue technologique en créant un outil qui serve directement à analyser ces aspects. Alors, selon vous, les métriques que regardent les marques aujourd'hui sur les réseaux sociaux, elles sont trop froides. On regarde juste en gros l'engagement, vaguement, le nombre de vues, et puis ça s'arrête là. C'est ça, il faut aller un peu plus dans le détail, si je comprends bien. Exactement. C'est-à-dire qu'on va s'attarder un petit peu sur le nombre de vues, ce qui peut être très bien et très intéressant, la conversion e-commerce aussi. Mais il ne faut pas oublier que derrière, en fait, ce nombre de likes, ce nombre de vues, il y a des personnes qui vont suivre au fur et à mesure de l'évolution de la marque et des messages de communication qui sont transmis, voilà, tout l'aspect, que ça soit image, que ça soit texte, et ça a un impact direct chez eux, dans leur quotidien. Aujourd'hui, c'est plus de la moitié de la population mondiale qui utilise son téléphone portable tous les jours, dont 73% de personnes entre 16 et 30 ans, qui sont les actifs d'aujourd'hui et de demain. Et donc, c'est important que les marques comprennent aussi cet impact qu'ils ont vraiment dans le quotidien de tout à chacun. Alors, comment vous décryptez ces réactions ? Alors en fait, au départ, on était vraiment sur des commentaires un petit peu classiques. Ça a été un gros travail de fourmi et j'ai eu la chance, et j'ai toujours la chance d'ailleurs d'avoir fait un partenariat important avec le CNRS. On s'alimente de leurs recherches et ils s'alimentent aussi de la nôtre. On va chercher tout ce qui est analyse sémantique, en fait, tout ce qui est retombée de texte, les emojis, donc les émoticônes qui sont même un mode de langage à proprement parler. Et donc on a tout intégré dans notre machine, qui est une machine basé sur le principe du machine learning, donc de l'intelligence artificielle, même si c'est un terme un petit peu populaire et vulgaire aujourd'hui, il est bien certain que c'est ce qui nous permet aussi d'aller un petit peu plus vite. Donc c'est utiliser la technologie à bon escient et de façon tout à fait bienveillante. Mais moi j'ai une interrogation parce que par exemple, moi, je suis sans doute un mauvais exemple, le contre-exemple, j'utilise très peu le panel d'émoticônes sur Internet. Je vais tout le temps mettre le même like. Donc, en fait, mon like, il recouvre un panel d'émotions et de réactions finalement assez différentes. Et ça, l'IA, elle ne peut pas le deviner, en fait. Alors, au-delà, en fait, du like et du petit bonhomme sur lequel on va cliquer, on a de toute façon des réactions sur des commentaires, pas forcément sur le même sujet, mais en fait, c'est englober toutes ces réactions qui composent votre profil sur vos différents réseaux sociaux ou alors sur des sites médias. En fait, à partir du moment où il y a de la sémantique sur le web, on rentre en capacité d'analyse. Comment vous faites ensuite le lien entre la sémantique et les symboles ? Alors c'est justement là où on a fait un très gros travail. On s'est basé sur des travaux de scientifiques et notamment un monsieur qui s'appelle Plutchik qui a constitué ce qu'on appelle la roue des émotions, qui est utilisée beaucoup en psychanalyse, en psychologie et dans les études de neurosciences. Et en fait, on a associé toutes ces images, ces textes avec les définitions des émotions, des adjectifs. Donc il y en a énormément. Nous aujourd'hui, on s'est focalisé sur les 8 grandes thématiques d'émotions, mais on va poursuivre pour rentrer encore plus dans la précision. À quoi ça sert ensuite aux marques, cette data-là que vous analysez et agrégez en fait Oui, en fait l'utilité c'est de pouvoir comme échanger avec les consommateurs en direct, de connaître vraiment précisément, parce que quand on a des milliers et des milliers de commentaires, que ce soit pour des grandes marques ou même des marques un petit peu plus intimes, Internet regorge de résultats et de réactions. Donc c'est de pouvoir avoir des données sur vraiment l'impact qu'ils ont vraiment sur la santé mentale des gens et de pouvoir ensuite améliorer leur message publicitaire ou faire évoluer leur marque sur de la stratégie produit ou globalement sur leur stratégie, même prendre soin de leurs propres employés, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait aussi un gros sujet sur la marque employeur et pouvoir pérenniser l'emploi au sein des structures.
Comment est-ce que vous procédez pour ce mapping? Vous allez chercher, j'imagine, sur les réseaux sociaux, mais pas que. Oui. De ce que je comprends, c'est un peu au-delà de ça, en fait. Tout à fait. Alors, on travaille beaucoup sur les réseaux sociaux parce que c'est là où il y a le plus de connexions quotidiennes et où il y a un suivi qui est plus important par rapport à l'individu seul, mais aussi par rapport à la communauté. Mais il y a des réactions aussi bien sur des sites médias que sur des forums. Parfois, il y a des forums très spécifiques, notamment dans le secteur du bâtiment, enfin, dans plein de secteurs d'activité différents. Et donc, nous, on va chercher, en fait, toutes les données que rassemble le web. Récemment, on a fait une étude sur le secteur de l'immobilier et du déménagement. Il y a 50 millions de résultats en sémantique en France sur une rétrospective d'1 an sur ces thématiques-là. 50 millions sur un an? Sur un an. Ah oui, sans l'IA, on n'y arrive pas là. Voilà, c'est ça. On ne peut pas tout retenir, même si on a de la bonne volonté, c'est pas possible. Et ça vous donne quoi alors à la fin, cette étude sur l'immobilier? Alors c'est un constat, savoir, là en l'occurrence, ça a conforté aussi des chiffres sur le fait que l'immobilier est un stress, que le déménagement, c'est la troisième plus grosse crainte des Français. Et donc, c'est de pouvoir dire aux marques, parce que bien souvent, quand on est dans notre quotidien de travail, on est un peu dans notre microcosme, on ne se rend pas trop compte de ce qui se passe à l'extérieur. Et donc là, on a vraiment un constat sur la globalité, ce qui se passe dans la tête des gens et comment faire pour améliorer ça. En fait, l'union fait la force, j'aime dire ça, mais c'est rassembler aussi les marques ensemble sur un même secteur d'activité pour prolonger une expérience client, que ça soit digital, mais aussi le physique et l'humain est indispensable. Quelles sont les réactions des marques, justement, quand vous leur montrez ce type d'études? Alors, ils sont toujours très touchés, surpris. C'est vrai que ça met en exergue certains points auxquels ils n'avaient pas forcément pensé. Et c'est toujours un très, très bon accueil. Et aujourd'hui, on a des demandes de plein de secteurs d'activité différents. Et je suis très heureuse de ça. Merci beaucoup, Maria Argent. Je rappelle que vous êtes présidente et fondatrice de Macom Agency et Emoti Connect Tech. Merci beaucoup. Et dans Marquez-moi cette semaine, Jérôme Dévé, bonjour. Bonjour Aurélie. Vous êtes directeur de la communication externe de Pfizer France et mi-septembre, pour la première fois en France, vous avez lancé une campagne grand public avec un film orchestré par l'agence Breaking Web, diffusé dans les cinémas Pathé à Paris et en ligne. Ça s'appelle La science vaincra. Moi, j'aimerais comprendre d'abord quel était l'objectif de cette campagne. Peut-être un mot sur Pfizer. Pfizer, c'est un laboratoire qui a été créé en 1849 et est présent en France depuis 70 ans. Et qui connaît vraiment Pfizer en France? Pas grand monde avant la pandémie Covid-19. Donc c'est vraiment à l'occasion vraiment de la mise au point du vaccin contre la Covid que la marque est rentrée dans les maisons en France. Et donc c'est vraiment... Ça a été une prouesse scientifique, déjà, et technologique, qui a été remarquable. Et pour nous, donc, on s'est dit, bon, quelle est la réputation et la notoriété de Pfizer en France? On a fait une étude en début d'année, et 3 choses sont sorties. La première, c'est qu'en notoriété assistée, le laboratoire Pfizer, la marque Pfizer est la plus connue en France, même devant le champion national et d'autres grands labos internationaux. 2, que c'est bien d'être connu, mais c'est d'être connu sur des attributs qui vous sont favorables, donc ils sont majoritairement positifs. Et 3, associé à vraiment une dimension de science et d'innovation technologique. Donc vraiment l'objectif de cette campagne, c'est vraiment de nourrir cette notoriété, cette réputation et de l'entretenir sur le temps long. Voilà. Alors à l'arrivée, on a un clip là qu'on vient de voir avec des images magnifiques qui parlent, mais finalement plus d'humain que de science. Qu'est-ce qu'elle raconte, cette campagne? En fait, si on prend juste un pas de recul, c'est de regarder l'innovation qui est à l'œuvre quand on développe un médicament. C'est un processus qui est extrêmement long, une dizaine d'années, 10, 12, 13 ans, qui est très coûteux, près de 1 milliard, et qui est très aléatoire en fait. On distingue 3 grandes phases. En fait, une première phase préclinique, c'est vraiment du travail en laboratoire. Les chercheurs vont chercher de nouveaux médicaments, de nouvelles molécules. Et si les résultats sont satisfaisants, on passe à la phase d'essai clinique. On a 3 phases d'essai qui sont croissants en termes de population qui sont testées, de patients et de volontaires. Et une phase critique est celle vraiment de l'approbation, donc de l'évaluation indépendante des autorités de santé et éventuellement de la mise à disposition. Bout en bout, 10 ans, 1 milliard, 10 000 molécules qui sont criblées en phase préclinique, un médicament, un vaccin au bout. Donc c'est une aventure réellement qui est très risquée,
Et les chances de ne pas réussir sont quand même très élevées, sur 10 000. Et donc, il y a quelque chose vraiment d'assez miraculeux et extraordinaire à la mise au point d'un médicament et d'un vaccin. Et donc, cette campagne, vraiment, c'est une ode à la vie, à l'instant présent, qui fait vraiment le sel de la vie, pour tous ces moments préservés ou prolongés en fonction de votre parcours personnel, grâce au progrès de la science et de la médecine. Je suis allée voir la campagne sur YouTube et j'ai vu le nombre de vues qui s'élève à 650 000, peut-être même sans doute plus depuis que j'ai regardé. Oui. Vous attendiez un tel résultat? Parce que c'était une campagne quand même ciblée dans des cinémas. 650 000, c'est quand même pas mal pour une marque comme la vôtre. C'est un bon score et ça continue. Vous disiez cibler, effectivement. On a choisi, pour des raisons de pénétration et d'efficacité budgétaire, de cibler la région Île-de-France et son bassin de 12 millions d'habitants. Donc, en salle, je crois que ça vient juste de se clôturer. Parce qu'avec l'épisode des puces, il y a eu moins de trafic en salle qu'anticipé. D'accord. Donc, elle s'est prolongée un peu plus sur l'ensemble du mois d'octobre. Et puis en ligne, notamment sur YouTube et LinkedIn. Donc là, on est juste en phase de clôture, donc on va pouvoir faire vraiment les bilans. Quels sont les KPI que vous allez regarder sur cette campagne? Le nombre de vues, c'est vraiment une campagne vraiment d'image, donc on va chercher de l'exposition. C'était pas une campagne avec ni des taux de conversion attendus. Par contre, ce qu'on va faire, c'est en fin d'année, on va relancer une étude réputationnelle notoriété qui nous permettra de voir l'impact de cette campagne. Donc ce sera pour la fin d'année et début d'année prochaine. Je disais, la science est presque absente. On a une campagne très esthétique avec effectivement des moments de vie, de la nature, des humains finalement, plus que de la science. Comment on est sûr que le message à la fin, qui vient vraiment qu'à la fin, la science vaincra, est bien perçu dans un cas comme celui-ci? Je veux dire, déjà, ce sera les études de fin d'année qui nous confirmeront ce qu'est une intuition. C'est ce que je vous disais, de trouver un médicament, de trouver un vaccin, ça n'est pas quelque chose d'anodin. Encore une fois, quand je vous rappelais les chiffres de 10 ans, 1 milliard, 10 000, 1 000, il y a quelque chose vraiment d'extraordinaire, presque miraculeux à cette découverte. Et encore penser, on est sur des produits du vivant. C'est des médicaments qu'on ingère, c'est des vaccins qui nous sont injectés. Donc il y a un impact sur la vie qui est extrêmement important. C'est pour ça que le travail aussi des laboratoires est extrêmement rigoureux. C'est presque une campagne qui peut fonctionner en marque employeur aussi. Oui, effectivement. Je pense que les sciences de la vie, c'est un secteur absolument passionnant, avec une palette de métiers extrêmement large, vraiment dans le médical, dans le marketing. Il y a des volets commerciaux, dans la recherche et le développement, bien sûr, où il y a une foultitude de métiers. Donc oui, on espère que ça aura un impact positif, mais ce n'était pas l'intention première. Merci beaucoup Jérôme Dévé. Je rappelle que vous êtes directeur de la communication externe chez Pfizer France. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis, bien évidemment. On se retrouve la semaine prochaine. Et puis d'ici là, vous pouvez retrouver Mark & Strat comme à chaque fois en replay sur notre site internet bismart.fr et sur toutes vos plateformes de podcast. À très vite.